Bonjour Hubert Védrine. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien secrétaire général de l'Élysée. Vous publiez votre nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique, c'est aux éditions Plomb. Et on va essayer ce matin de démêler le tumulte diplomatique de ces derniers jours, de ces dernières heures, à commencer par cette rencontre, Donald Trump, Emmanuel Macron à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence entre le président français et américain ? D'accord, on va le faire, mais n'oubliez pas que ce livre est un livre de diction amoureux, c'est-à-dire subjectif, en réalité, avec beaucoup d'histoire. Beaucoup d'histoire, justement. L'idée générale, c'est qu'on ne comprend rien aux événements, notamment ceux-là, si on n'a pas une vision historique plus profonde. Il y a beaucoup de portraits de présidents américains, d'ailleurs. Et c'est bien pour ça qu'on va explorer ce livre, effectivement. Alors, je dirais que il a raison de tenter. Hein. Le président Macron, il a raison de tenter de se remettre dans la boucle, pas pour des raisons personnelles, mais pour des raisons de fond. Parce que tout le monde sait, parce qu'il a annoncé 36 fois que Trump veut geler le conflit, enfin sortir du conflit, terminé. Et tout dépend des conditions. Il ne faut pas être surpris, je suis sidéré par la sidération de toutes sortes de groupes de milieu, la planète, disons, internationaliste, la planète progressiste, la planète communauté internationale et compagnie. Trump, il fait ce qu'il a annoncé. Bon, alors donc le président Macron a raison de se remettre dans la boucle. On ne peut pas juger parce que ce que dit Trump n'est pas très précis, puis on verra, mais on verra. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, il faut se réintroduire dans la question, parce que c'est la question de la sécurité en Europe après. Non pas que je fasse partie de ceux qui pensent que Poutine veut envahir tout le monde, parce que s'il avait voulu le faire, il l'aurait fait quand l'OTAN était très très faible, pas très armé, beaucoup de pays neutres, mais je ne peux pas le prouver. Ce qui fait que je suis également favorable au rétablissement d'un très bon équilibre des forces dissuasif en Europe après. Bon, on est au début d'un processus, en réalité on n'a pas les clés complètement, ça dépend de Trump-Poutine, ça dépend de est-ce que Zelensky est un peu remis dans la boucle, là aussi pas pour des raisons personnelles, mais pour défendre les intérêts de sécurité de l'Ukraine après. Donc voilà beaucoup d'éléments, mais on a intérêt à se replonger dans le passé, parce que Trump c'est pas un accident, hein. Il représente de toute façon, il a la majorité populaire, et il représente un mouvement de fond en Amérique qui a voulu donner un coup d'arrêt à la mondialisation débridée, exagérée, et d'autre part au mouvement progressiste des 50 dernières années. Donc ça va durer. Regardez Vance. Vance est encore plus dur que lui, le vice-président qui a fait cette déclaration hérétique là, à la grand-messe de Munich. Bon, il y a beaucoup d'éléments. Et dans l'immédiat, encore une fois, je trouve que le président a raison de tout faire pour réintroduire pas les Européens, faut pas que ça, c'est une querelle de protocole, les intérêts européens, les intérêts français, les intérêts ukrainiens, bien sûr, intérêts vitaux de sécurité pour après. On va piocher justement dans votre livre, votre nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique. Vous développez des mots, l'irréal politique. Vous commencez par exemple par la première définition, c'est abracadabra, pour parler de tous ces pays, et notamment l'Europe en particulier, qui ont rêvé d'une grande communauté internationale. Et vous appeliez en quelque sorte à un réveil de cette Europe. Est-ce qu'elle se réveille actuellement ? Est-ce que Emmanuel Macron, par exemple, hier, en a fait la démonstration ? Non, il n'y a aucune démonstration pour le moment. Il a raison de tenter ce qu'il fait. Abracadabra, c'est la formule du début en disant, finalement, la géopolitique, on ne peut pas être amoureux, c'est le titre de la collection, prestigieuse. Amoureux de la géopolitique, il faudrait être bizarre, on peut être passionné, etc. Je suis jugué. Mais abracadabra, ça veut dire, la géopolitique est tellement terrible, en fait, qu'on aurait envie de dire comme par magie, abracadabra. Allez, on enlève tout ça et on a la gentille communauté internationale. Sauf que c'est plus compliqué. Qui n'existe pas et auquel les Européens ont beaucoup cru. Les Européens sont très vulnérables par rapport à tout ça, parce qu'ils ont énormément cru à tout ce que Trump démolit. Et Trump, là, disons, les valeurs, la liberté, la démocratie, c'est devenu une sorte de religion pour les Européens. C'est pour ça que je parle d'hérésie. À propos de Trump, les Européens sont très déboussolés par rapport à ça. Bon, après, on verra. Est-ce que les Européens vont se réveiller ? Faut pas oublier que ce sont les Européens eux-mêmes qui, après la Deuxième Guerre mondiale, ont demandé aux Américains de les protéger. C'est pas des alliés, c'est le protecteur. Et on n'est pas des alliés, on est des protégés. Et dans la tête des Européens, ça n'a jamais changé. Sinon, ils seraient devenus gaullistes s'ils voulu faire autrement. Et quand le président Macron, depuis des années, relance l'idée d'une autonomie européenne, jusqu'à maintenant, les autres disaient non merci, surtout pas. Mais les événements sont tellement violents, disruptifs, perturbateurs, que peut-être il va surgir dans les semaines qui viennent une volonté européenne qui jusqu'ici
c'était pas un marque qui a été inhibé. Peut-être, on va voir. Friedrich Merz, par exemple, le futur chancelier allemand qui envisage, qui est atlantiste, mais qui envisage maintenant de manière claire peut-être la fin de cet atlantisme, justement, de ce parapluie américain. La France et la Grande-Bretagne qui parlent de 30 000 soldats qui pourraient... ça, c'est la garantie, c'est autre chose. D'après ce que je comprends, aucun pays européen... on ne parle pas de l'Union européenne, qui n'a pas de compétences en réalité en matière de défense, pas de légitimité. On parle des pays européens de l'Alliance Atlantique. Aucun des dirigeants n'a envie de couper le lien avec l'Alliance. Aucun, en fait. Malgré ces signes-là qu'on a eus ces dernières heures, derniers jours. Non, mais ils veulent essayer de peser dans la détermination des garanties de sécurité qui seraient éventuellement apportées à la mise en œuvre de l'éventuel cessez-le-feu, si Trump l'impose, en regardant s'il est garanties de sécurité demandées à la Pologne, à l'Allemagne, à la France, à l'Angleterre, à l'Italie, et que sais-je, etc., sont complétées par une garantie américaine. Il n'y a rien là-dessus pour le moment. Les États-Unis ne veulent pas envoyer de troupes au sol, peut-être autrement. Mais on est dans une négociation à chaud et on ne peut pas déterminer le résultat. Ce n'est pas encore un réveil de l'Europe. De toute façon, on ne peut pas dire l'Europe au singulier, parce que c'est un mot valise, comme disent les linguistes. Les Européens. Par contre, il y a des domaines où l'Union européenne a des vraies compétences de par les traités, le commerce, la régulation. Et là, la question, est-ce que les Européens vont préserver leur unité, qui existe en théorie? Sur la défense, elle est à construire. Dans les autres domaines, elle est à préserver. On va voir, parce que Trump va tout faire pour les opposer, les dissocier. Donc on va voir. Tout ça, c'est un moment historique, c'est une coïncidence complète. Le livre n'a pas été conçu pour sortir au moment où Trump fiche en l'air tout la... C'est un hasard de calendrier, tout ce à quoi les Européens croyaient dévotement depuis des décennies. Hein. Bon. C'est comme ça. Et justement, votre livre, donc Donald Trump, c'est cette accession au pouvoir, ce retour au pouvoir en novembre dernier, a motivé une réédition, justement. Vous avez réécrit... Vous l'aviez décidé avant? Non, c'est l'éditeur qui m'a convaincu qu'il fallait en refaire un. Celui d'avant a bien marché, je pensais que c'était pas forcément utile. Il m'a convaincu, je pense qu'il a eu raison. L'élection de Trump, c'est venu par-dessus, par rapport à ça. Donc c'est pas par rapport à Trump. Mais une fois qu'on ait pris cette décision, il y a bien un tiers des entrées, pour des raisons de conjoncture, ou de personnalité politique, ou d'histoire, qu'il fallait le réécrire et adapter à ça. Mais encore une fois, je peux pas conclure. Moi, j'essaie de donner des clés, un peu plus de clés historiques ou géographiques, donc géopolitiques, aux gens aujourd'hui, français, européens, qui sont un peu perdus dans l'espèce de bazar. J'emploie le mot pétaudière à propos de Trump. Essayer de s'y retrouver là-dedans. Il y a beaucoup d'histoires. On parle de Richelieu, oui, on parle de la bataille de Kadège, je parle d'Alexandre le Grand. Bon, c'est pas de l'actualité. Mais je crois vraiment que dans une société marquée par des millions d'informations tous les jours, dans tous les sens, très très difficile à hiérarchiser, il faut retrouver le fil historique. Pas pour prévoir l'avenir, je suis pas une voyante, mais ça aide quand même à comprendre ce qui peut se passer, les scénarios. Et notamment, il y a la définition de Trump et de la diplomatie. On ne pourra plus faire de la diplomatie comme avant Hubert Védrine, c'est-à-dire un autre moyen que la guerre, la violence, pour régler les conflits? C'est toujours le rapport de force qui a commandé. Oui. Le fameux multilatéralisme que les Européens ont érigé en dogme, en fait, n'a jamais contraint une puissance à faire autre chose que ce qu'elle veut. Mais il n'empêche qu'il y avait des formes, une pratique, des méthodes. On avait inventé les ambassadeurs depuis la Renaissance, donc un minimum de courtoisie. Alors Trump s'en fiche complètement, il n'a aucun surmoi, il prend aucune précaution, et donc le rapport de force se voit brutalement. Et comme les Européens, un peu bijoux d'ours pendant des décennies, ne voulaient pas voir ça, c'est plus dur pour eux. Européens et Canadiens, c'est un peu pareil. Dans les autres parties du monde, ils n'ont jamais tout à fait cru qu'il y avait une communauté internationale, etc., etc. Donc, c'est pour les Européens que l'enjeu est plus grand et que les semaines qui viennent, les mois qui viennent, sont plus décisifs. Alors donc, du coup, le président Macron, à mon avis, il a raison de réveiller, d'entretenir ce lien paradoxalement cordial qu'il avait avec Trump malgré tout, pour voir comment il peut réintroduire dans la pensée de Trump la prise en compte des intérêts vitaux. Avec un argument, à mon avis, essentiel, c'est que si Trump nous impose une sortie de l'Ukraine qui est trop favorable à Poutine et que la Russie n'est pas dissuadée de recommencer éventuellement après, du point de vue de la Chine, ça démontre que Trump est un tigre de papier. Donc là, Trump est un tigre de papier. Non, c'est ce que la Chine penserait si la sortie de la guerre en Ukraine n'empêchait pas Poutine de réattaquer éventuellement, ou un autre dirigeant, parce que tous les Russes sont d'accord sur ce point particulier. Donc ça va se jouer, mais on ne sait pas encore.
C'est la question des garanties qu'on a évoquées. Voyez. Et la question du dialogue aussi, vous posez cette question sur la définition de Vladimir Poutine. Vous vous demandez, faudra-t-il un jour lui reparler? Le seul aujourd'hui qui est capable, c'est Donald Trump. Oui, ça va plus vite que ce que je pensais. Je pensais que les Européens, non, ils sont dans une vision totalement, avec des tas de bonnes raisons, une vision manichéenne, binaire, quoi, il y a le bon, méchant. Alors que les Américains, ils ne raisonnent pas comme ça. C'est pas que Trump, c'est Obama qui avait décidé le pivot vers l'Asie, pivote, pour endiguer la Chine. Obama, Biden, etc. Bon. Et donc les États-Unis n'ont jamais renoncé à parler avec la Russie. Avec l'idée qui revient, là aussi plus vite que ce que je pensais, qui est d'essayer de redissocier la Russie de la Chine, refaire l'opération géniale qu'avait conçue Kissinger à l'époque de Nixon. Mais ce qui s'est passé depuis 10, 15, 20, 30 ans, avec des torts, à mon avis, partagés, c'est que du coup, on a ressoudé la Russie et la Chine. Donc on voit bien que les Américains, déjà sous Biden, c'est la raison pour laquelle déjà Biden ne voulait pas mettre l'Ukraine dans l'OTAN. C'est pas la position de Trump, c'est de Biden. L'Allemagne non plus ne veut pas. Bien sûr. Donc il y a une idée derrière. Donc là aussi, il faut reprendre l'histoire de la relation avec la Chine. Chine-Russie, Russie et nous. Jusqu'où ça va aller, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout, honnêtement, si les Européens vont réussir à rentrer dans le crâne de Trump cette considération de son point de vue à lui. Ne pas paraître faible sous le regard des Chinois. Dans l'affaire, on verra. Une affaire extrêmement complexe. On le disait en introduction, Hubert Védrine. Beaucoup de développement géopolitique ces dernières heures, ces derniers jours. Pour un ancien ministre des Affaires étrangères, de telles avancées, une telle rapidité d'évolution de la situation, vous avez déjà croisé un phénomène pareil? Non, enfin moi, dans ma vie, non, parce qu'il n'y a pas eu d'équivalent depuis la fin de la guerre mondiale, en fait. Moi, ce que j'ai eu à connaître comme conseiller de Mitterrand ou après comme ministre, c'est le grand changement de la fin de la guerre froide. La fin de la relation du bras de fer États-Unis-URSS, qu'on a gagné d'ailleurs. Et souvent, on a trop peur, nous les Occidentaux ou les Européens. Après tout, on était confrontés à une menace beaucoup plus existentielle que la menace de Poutine aujourd'hui. Enfin, à la fin des fins, on a gagné. Donc j'ai connu ça à la fin de l'URSS, la réapparition de l'indépendance de toute série de pays qui étaient subjugués par l'URSS, la réapparition ou la création d'une Ukraine moderne. Bon, j'ai connu tout ça. Mais c'est pas comparable. Parce que dans ce qui se passe en ce moment, donc on revient à Trump, même si c'est une toute petite partie du livre, en fait, à jour, mais une petite partie. Ça perturbe énormément tous ceux qui pensaient que les États-Unis étaient une sorte c'est la Mecque du monde moderne, même ceux qui étaient anti-américains. Donc tous ceux qui ont joué complètement la carte de la mondialisation heureuse, ou des relations diplomatiques pacifiées, ou ce que j'appelais la planète progressiste, ils sont complètement abasourdis par rapport à ça. Donc tout le monde est en train de se demander, pas que nous, pas que les Français, mais dans le monde, qu'est-ce qu'on fait dans je reprends le mot pétaudière qui est en train de créer Trump, pour défendre nos intérêts. Regardez l'écologie. Là où il est le plus criminel, à mon avis, c'est dans la tentative de coup d'arrêt à l'écologisation, qui est une nécessité vitale. Bon, il va pas y arriver, en fait, complètement. D'ailleurs, la Chine s'en frotte les mains, déjà, puisqu'ils vont devenir le leader du truc. Mais, pendant 1 an ou 2, il va stopper beaucoup de choses, c'est du temps perdu. Donc, il y aura des coalitions pour continuer quand même, malgré lui, pour suivre les COP. Mais si on prend la régulation des plateformes, si on prend la guerre commerciale, si on prend évidemment toutes les questions d'Amérique du Nord, Groenland, Panama, si on prend l'Ukraine, si on prend le Proche-Orient, à chaque fois, il faut voir qui est capable qui va jouer le jeu de Trump, ça dépend dans le monde, et qui va essayer de lui résister à ses risques et périls. Ça va dépendre aussi, oui. Ouais, et qui va essayer d'agir malgré lui ou sans lui. Donc c'est pas exactement les mêmes coalitions. À nous de jouer, nous les Français, puis au-delà les Européens, pour être dans toutes les bonnes coalitions jusqu'à ce que Trump lui-même soit un peu empêtré dans les difficultés internes et externes et réarbitre. Il est capable aussi de changer de ligne sur tel ou tel point. On verra. Ça fait beaucoup d'éléments, mais je crois qu'il faut réinjecter beaucoup d'histoire. Et pas que de l'actualité immédiate pour essayer de se repérer dans tout ça. Et il faudra se replonger, bien évidemment, dans votre nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique. Merci beaucoup, Hubert Védrine, ancien chef de la diplomatie française. Je rappelle donc votre livre, Nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique aux éditions Plomb. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour décrypter Merci pour votre invitation. Les tourments de la planète. 8h28 sur Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre avec nous, la journaliste politique Cécile Cornudet du journal Les Échos, l'éditorialiste Christophe Barbier, juste après le rappel des titres et la revue.